Bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour cette vidéo pour expliquer tous les fichiers qui vont vous être donnés pour la réalisation ou mener à bien le mini-projet que vous allez avoir. Donc, le mini-projet que je vais vous donner ou que vous aurez à rendre porte sur, bien sûr, le module réseau de neurones et apprentissage et va porter sur la réalisation, la conception, la réalisation d'un réseau de neurones. D'accord? Donc, on va expliquer le type de réseau de neurones parce que c'est ce que je vais vous dire pour un problème donné. Donc, on va expliquer le problème. Je vais vous donner les fichiers, les données sur lesquelles vous allez travailler, et puis je vais vous demander de respecter un certain nombre d'étapes et de concepts et de principes pour pouvoir mener à bien votre TP. Donc, vous serez évalué sur, bien sûr, les résultats, mais pas que les résultats. La démarche aussi, vous serez évalué sur la démarche, sur les choix que vous allez faire, sur comment vous allez choisir votre réseau, sur comment vous allez utiliser les données que je vais vous donner. Donc, c'est un tout. Et c'est assez ouvert, donc vous allez avoir des données, vous allez avoir un but à faire, vous allez avoir un problème à résoudre, et puis vous allez vous débrouiller, vous allez explorer et réaliser. Donc, la conception, vous êtes tout à fait libre de votre conception. Nombre de neurones, nombre de couches si c'est un MLP, les approches c'est-à-dire les approches d'apprentissage à faire si c'est un RBF, etc., etc. Très bien, donc sans plus tarder, on va expliquer. Donc, vous aurez tous les fichiers sur la plateforme que je vous enverrai aussi sur votre email du master. Donc, très bien. Donc, dans le fichier mini-projet que vous allez voir, le fichier PDF, où il y a l'explication, vous aurez aussi les liens vers les fichiers dont vous aurez besoin. Donc, le but de ce mini-projet, en fait, c'est de se familiariser avec la librairie Keras et Scikit-learn, un Scikit-learn qu'on a vu lors de la dernière vidéo. Donc, on sait déjà un peu, si vous voulez, familiariser avec l'utilisation de Scikit-learn pour faire l'apprentissage basique d'un réseau de neurones de type MLP. Donc, pour ce qui est de ce réseau de neurones-là, de ce travail-là, on n'a pas encore fait, parce que là, je vais vous demander de faire un travail sur les RBF, et comme on n'a pas vu comment se font les RBF, libre à vous, vous devez aller voir, mais la librairie, elle contient donc les RBF, les sommes, etc. Très bien. De Python, afin de construire un réseau de neurones artificiels pour le but de faire de la régression, de la classification. Dans le cas présent, vous allez faire de la classification. Et on va expliquer. Donc, l'application portera sur la classification de l'origine par pays. Pardon, il n'y a pas de E là. Je vais arranger ça, donc c'est pas par pays, d'un produit alimentaire, à savoir l'huile d'olive. Donc, on va avoir une base de données où on va avoir des caractéristiques de l'huile d'olive. On va voir comment on va obtenir ces caractéristiques, mais ce n'est pas le but. C'est pas le but. Les caractéristiques sont déjà obtenues par spectrophotométrie. Donc, en fait, c'est un spectre. Vous allez voir, c'est un vecteur de données qui va caractériser chaque type d'huile d'olive. Ça. Et chacun de ces huiles d'olive vient d'un pays. Très bien. Donc, chaque pays, en fait, ce n'est pas que chaque pays, parce qu'il y a des pays qui sont assez grands et on va avoir, par exemple, des vergers d'huile d'olive qui diffèrent d'un endroit à l'autre et donc ils vont avoir des caractéristiques différentes. Ça veut dire, exemple, un pays de l'huile d'olive qui est récoltée à la frontière du Maroc est susceptible d'être trouvé comme de l'huile d'olive marocaine ou à la frontière tunisienne. Si vous le faites au milieu de l'Algérie ou en Kabylie, les caractéristiques de la terre et les caractéristiques du climat vont être différentes et donc vous allez avoir de l'huile d'olive qui est différente et ça va se voir dans le spectre de cette huile d'olive, dans les données de cette huile d'olive. Allez. Donc ça, c'est pas un problème. On va expliquer les données. Vous, en tant que data scientist,
vous devez comprendre un peu le problème, mais surtout comprendre vos données. D'accord. Donc, c'est les données le plus important. Donc, les données de chaque échantillon d'huile d'olive est une analyse spectrophotométrique, spectrométrique, donnant un vecteur de données de 570 attributs. C'est énorme. Donc, chaque huile d'olive, chaque échantillon d'huile d'olive, il a un vecteur de 570 attributs. Il y est attribué. 570 paramètres. Ça. En tout, nous avons 60 échantillons. Donc, la base, elle n'est pas très grande, elle est de 60 échantillons, classés par pays dans 4 catégories. Donc, on a 4 pays en fait. De 1 à 4 pour respectivement. Donc, 1, c'est de l'huile d'olive grecque, qui vient de la Grèce. 2, c'est de l'Italie. Le 3, c'est le Portugal. Et le 4, c'est l'Espagne. Donc, les données sont contenues dans le fichier oliveoil.csv. Donc, je vais vous mettre le fichier. Et la description des données spectrophotométriques ou spectrométriques dans l'article que je vais vous donner. Donc, déjà, on a un article. D'accord? Donc, je vais vous donner l'article. Et on va le trouver. On va le voir. Donc, voilà. Vous allez avoir l'article. L'article. Voilà. Donc, l'article vient de Journal of Agricultural and Food Chemistry. Bon, si vous voulez, ça c'est juste pour comprendre, pour mieux comprendre en fait. Donc c'est un article qui fait l'analyse spectrophométrique de l'huile d'olive pour définir l'origine. En fait, il fait de la classification, mais en se basant juste sur la spectrophométrie. Nous, on va faire la même chose, mais en utilisant comme classifieur un réseau de neurones RPF. Très bien. Donc voilà, si vous voulez, le tableau 1 qui va vous donner un descriptif de la base de données. Donc on va avoir le groupe 1 qui est de l'origine, qui correspond à l'origine grecque, c'est-à-dire que cette huile vient de la Grèce. On va avoir 10 échantillons, seulement 10. D'accord, 10 échantillons qui viennent à peu près de toute la Grèce. Ça, c'est les variétés, les variétés des variétés, en fait, les types d'olives, etc. Bon, c'est pas la peine de voir tout ça. C'est pas la peine. Ça, c'est pour les agriculteurs. C'est plus pour les gens qui font de l'agriculture. Nous, on va se focaliser sur la base de données. Donc, on va avoir 17 échantillons qui viennent d'Italie, 8 échantillons qui viennent du Portugal et 25 qui viennent de l'Espagne parce que c'est le plus gros producteur d'huile d'olive. Voilà. Donc, voilà la base de données, comment elle est faite. Alors, les données, donc chacun de ces caractéristiques va avoir ce type de données, ce type de spectrophotométrique. D'accord? Donc ça, c'est les fréquences, mais bon, nous, ça va pas être exactement comme ça. Donc vous allez voir. Je vais vous montrer. Bon, on va le faire. Ça, c'est une analyse par wavelet. Bon, très bien. Donc, on va voir nos données dans le Python. Mais bon, si vous voulez comprendre les données spectrophotométriques ou spectrométriques de votre base de données, là, vous avez les descriptifs pour tout ce qui est acquisition, etc. Et vous pouvez avoir une idée sur comment est faite la classification ici. Très bien. Donc là, je reviens. Très bien. Donc on a ça. Donc le travail demandé, il est simple. Le travail demandé consiste à construire un réseau RBF, Radial Basis Function. Je ne vous demande pas de faire un MLP. D'accord? Je vous demande de faire un RBF. Vous allez sur Internet, et il y a des exemples. Bon, si vous ne trouvez pas, je peux vous envoyer des exemples de RBF sous Python. Mais vous pouvez trouver, il n'y a pas de problème. Vous allez sur GitHub, vous tapez RBF Python, vous allez avoir un programme avec un exemple, une base de données, etc. Donc, vous devez construire un réseau RBF, Radial Basis Function, capable d'une bonne classification. D'accord? Ça, c'est le but. Donc, vous allez me donner un pourcentage de classification. Bien sûr, plus votre RBF sera performant, plus vous aurez une bonne note.
Hein, ça veut dire que vous avez fait un bon travail. Bien sûr, bon, ça dépendra sur quoi, hein, sur, euh, sur les données de validation, bien sûr, pas sur les données d'apprentissage. Ça, plus votre évaluation le sera. Donc, justifier les choix conceptuels. Donc, il faut me justifier la topologie. Donc, dans le cas du RBF, la topologie, c'est un réseau à une seule couche. Donc, vous devez me justifier le nombre de neurones dans la couche cachée, dans la seule couche cachée. Le nombre d'époques d'apprentissage. Hein, faire attention sur apprentissage. Hein, approche utilisée pour les choix des centres et bases gaussiennes. Très bien. Est-ce que vous allez utiliser, on a vu dans le cours, si vous vous rappelez bien, 3 approches. La première approche, c'est des bases et des centres aléatoires. Et puis après, faire l'apprentissage avec la règle du perceptron pour combiner les sorties de chaque neurone. Ou alors, la deuxième approche qui est d'effectuer des K-means pour voir combien de centres, etc. Ou combien de centres vous voulez pour trouver les centres et les largeurs gaussiennes. Et à partir de là, fabriquer votre réseau de neurones. Ou alors la troisième approche, qui est l'approche d'optimisation globale. Ça, je ne vous recommande pas cette approche. Si vous pouvez le faire, faites-le, mais je ne vous recommande pas cette approche. Donc, vous pouvez utiliser ou la première ou la deuxième. D'attributs utilisés, etc. Présenter les résultats du mieux, c'est-à-dire que je veux que les résultats soient bien présentés, que j'ai des courbes d'erreur d'apprentissage, des courbes d'erreur de validation, que j'ai, je ne sais pas moi, une bonne classification, comme on a vu dans l'exemple du MLP. Ça veut dire que quand on a classé le produit, la pharmaceutique par producteur, c'est exactement pareil. Il y avait une présentation des résultats où on pouvait voir clairement quand est-ce qu'on se trompait. Hein, quand est-ce qu'on se trompait ou où on s'est trompé. Le rapport ne devra pas dépasser 5 ou 6 pages et ne présenter que l'essentiel. Très bien. Et ce, à rendre avant le 30 juin 2020 par email. Très bien. Voilà. Donc là, on va revenir, on va aller à une base pour voir la base de données que je vais vous donner. Donc, on va vous expliquer un peu la base de données oliveoil.csv, qu'est-ce qu'elle contient. Et on va voir. Très bien. Donc, bien sûr, pour voir, bon, je vais sur Python. Donc là, très bien. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire aller à l'invité de commande, aller dans mon répertoire et lancer Jupyter Notebook. Une fois que j'ai lancé le Jupyter Notebook, ça on avait fait, ben, on va obtenir, ça veut dire, voilà, on va être dans notre répertoire où il y a le fichier que je veux vous envoyer. Donc ce fichier-là, je vais vous l'envoyer. Hein. Donc c'est un fichier, donc là, attendez, je ne sais pas où j'ai trouvé. Visualisation, oui, je crois que c'est visualisation, oui. TPCID, je ne sais pas. Je crois que c'est ça. Alors, je vais à visualisation. Non, c'est pas ça, pardon. Donc, ce n'est pas celui-là. Donc, non, c'est pas le fichier que je voulais. Alors, je reviens à Home, c'est le TPCID 2020. Ouais, c'est le TPCID 2020. Pardon. Donc, ignorez là, c'est un autre fichier, je travaille dessus, c'est pas ça. Très bien. Donc là, je suis dans un fichier que j'appelle TPCID 2020. Alors, je commence pour étudier, pour voir ma base de données. Donc, j'importe la bibliothèque Panda, à Speedy, comme d'habitude. Product, donc le produit, qui est ma base de données, je vais appeler produit, je vais appeler là comme vous voulez, égale pdread.read CSV. Donc, PD, c'est Panda, Panda.read CSV, et je vais lire le oliveoil.csv. Très bien. Alors, le oliveoil.csv, product head, j'affiche les 4 premières lignes. Donc, les lignes, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 570 lignes par 60 colonnes. Alors, les colonnes,
c'est les échantillons. Donc ça va être le premier échantillon, le deuxième échantillon, le troisième échantillon, le quatrième échantillon, jusqu'au 60e échantillon. Très bien. On est d'accord. Ça. Donc, là, le vecteur colonne, c'est les 570 éléments décrivant l'huile d'olive. Très bien. Alors, qui décrit l'huile d'olive qu'on a? Si je me réfère à l'article, très bien, c'est pour ça que... Alors, les 10 premières colonnes, c'est la Grèce, c'est-à-dire c'est de l'huile d'olive grecque. Donc, la sortie, c'est 1. Première sortie. L'Italie, les 17, c'est-à-dire de l'échantillon 11 à l'échantillon 17, c'est de l'huile d'olive italienne. De l'échantillon, donc 17 plus 8, donc 10, 27 plus 8, 35, 36, donc de 36 à 44, d'accord, c'est le Portugal. Et puis les derniers, 25 échantillons, c'est l'Espagne. Donc je reviens là, et là, j'ai 60, et là, j'ai 60, mais 60 échantillons. 1, 2, 3, 4, 60 colonnes. Et les lignes sont les 570 éléments de chaque voilà. Donc là, je peux product describe, je peux avoir le descriptif de ma base de données, ça veut dire le standard deviation, le minimum, etc., etc. Très bien. Product shape, donc ma base de données, product.shape, ma base de données, elle est constituée de 570 lignes par 60 colonnes. Très bien. Donc 60 échantillons. Les 10 premiers, c'est l'Italie, puis après les 15 autres, je crois, plutôt les 10 premiers, c'est la Grèce, les 15 autres, c'est l'Italie, les 8 autres, c'est le Portugal, et puis les 25 derniers, c'est l'Espagne. Très bien, donc pour plotter, pour vous montrer la courbe spectrophotométrique, donc le vecteur de caractéristiques, donc si vous voulez le vecteur de caractéristiques, je peux l'afficher, c'est un type de série temporelle. Hein. C'est comparable à une série temporelle. C'est comme une courbe de charge, c'est-à-dire une courbe de caractéristiques. Comme la courbe de charge, par exemple, la consommation journalière, voilà, la température journalière terne, ça va être une courbe comme ça, les 24 heures. Ben, c'est comparable. Ça, c'est le descriptif de l'huile d'olive. Ça. Donc là, donc j'importe tout ça, ça c'est pour afficher. Et là, je vais afficher plt.plotProduct, je vais afficher toutes, c'est-à-dire les 60 échantillons, les 60 vecteurs de caractéristiques des 60 échantillons. Chaque vecteur contient 570. Ah, 570. D'accord. Donc là, comme tu peux me parce qu'il se rapproche, bien sûr. L'huile d'olive, de par le monde, voilà, c'est le même produit, donc il a à peu près le même spectre. Ça, il y a des différences. Comme tu vois bien, mais je kiffe. Et c'est là où on doit faire, c'est-à-dire c'est très fin. C'est pas facile de trouver, bon, les experts au goût, le goût c'est quoi? Le goût il se retrouve ici. Le goût il dépend de quoi? Il dépend de la température, du sol qui fait géo, est-ce que c'est un sol sablonneux, est-ce que c'est un sol argileux, de la taille, de type zétoun, etc., etc. Mais tout ça, toutes ces informations, ils sont dans ce graphe. 570 points. Ça. Très bien. Donc maintenant, si vous voulez, les entrées c'est le vecteur d'entrée. Fi 570. D'accord, c'est un peu trop. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais vous montrer, et c'est à peu près pareil. Hein. Donc là, j'ai sorti les produits, c'est-à-dire les 10 caractéristiques, voilà, les 10 produits que j'attribue à la Grèce, donc de 0 à 10, à la Grèce.
ومن بعد خرجت تاع الإيطالي من 11 حتى ل 28 هما، ومن بعد خرجت تاع البرتغال، ومن بعد خرجت تاع الإسبانيا. صح. D'accord. Donc, كلهم فيهم 570. Bon, vous voyez, ils se ressemblent un peu. Mais en fait, qui dit تشوف bien, تلقى les caractéristiques تاع الإيطالي كل قرب لبعضهم أكثر من تاع البرتغال وأكثر من تاع la Grèce. Et ça, c'est au réseau de trouver ça. Très bien, donc pour finir, donc voilà vos données. Donc les entrées, c'est quoi? C'est les 570, hein, les 570 points. Ça veut dire, si vous voulez les entrées terres, chaque colonne, la colonne كاملة. Donc la colonne loup, là, c'est les entrées. La sortie terre, c'est quoi? C'est la classe 1. Ça veut dire si vous avez 4 neurones en sortie, hein, dans la couche de sortie, les 10 premiers échantillons, les activer وغير le neurone loup. الآخرين يعطيو des zéros. Exemple, à vous voir. ومن بعد من 11 حتى ل 28 ولا حتى ما نعرف قداش c'est la classe 2. En bas de la classe 3, en bas de la classe 4. Et l'entrée c'est le vecteur head. Maintenant, vous pouvez me dire, bon, la couche cachée, le nombre de neurones fait à 5. À vous de voir. Faites une analyse en cabine et vous allez voir que c'est un cluster. D'accord, parce que c'est multidimensionnel. Hein. 570, c'est beaucoup. Très bien. Très bien. Maintenant, si vous pensez que 570 vecteurs d'entrée, il est trop grand, et vous avez peut-être raison, oui, je suis à peu près d'accord, on peut rééchantillonner notre vecteur. C'est-à-dire le spectre TNA, l'étude spectrométrique, ou le vecteur de 570, eh ben, on va le rééchantillonner. Hein, on va le rééchantillonner. Par exemple, 1570, le nombre de points. Maintenant, le problème, il faut faire attention. Il faut hein, beaucoup d'informations. Donc là, c'est un exemple from CPy import signal. Donc là, je vais importer si vous voulez, la fonction signal de la librairie SciPy. Ça, c'est pour rééchantillonner. Et là, on a un nombre d'échantillons, 100. Donc là, je vais rééchantillonner à 100. D'accord? Et là, je prends le truc dans l'Espagne, Spain Green, hein, c'est-à-dire les données dans l'Espagne, hein, Spain. Donc, Spain Tree, que je vais appeler Spain rééchantillonné, égale signal, la fonction, point, pardon, resample, et je vais prendre les données dans l'Espagne, et je vais lui donner comme argument 100. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va prendre toute la base dans l'Espagne, je peux le faire pour toute la base de données. Hein. Là, je l'ai fait que pour l'Espagne. Donc, je vais prendre la base dans l'Espagne, d'accord? Les, je ne sais pas moi, 25 échantillons, je crois. واش ندير نبدل لهم le nombre d'arguments par échantillon. Au lieu de 170, ندير 100 et je rééchantillonne. Donc là, si je fais SpainRe.shape, je ne vais plus avoir 22 échantillons par 570, ça veut dire que je ne vais pas avoir 570 lignes et 22 échantillons, je vais avoir, puisque je l'ai rééchantillonné, 100 lignes, 22 échantillons. Ça veut dire que je vais faire un rééchantillonnage. Donc, quand je plotte la courbe, c'est la même courbe. هادية وهادية تاع سبين ها هي هنا ولهنا il est un peu pareil. Hein. Bon, là, je vais perdre un peu parce que ça a un pic, au lieu que ce soit un peu plus. Là, je ne vais peut-être pas perdre ce pic-là. Hein, regardez. Mais je le fais pour tous les autres. Donc là, je perds un peu en information. Ça, qu'on dire une analyse par le réseau de neurones, je vais avoir un vecteur d'entrée, les filles bien.
fait 100. D'accord? Il fait 100 d'arrêter 100. Un vecteur fait 570. Donc c'est peut-être mieux pour le réseau de neurones. Peut-être pas. Double 5. Donc à vous de voir. Si vous voulez réduire, si vous voulez la dimension du vecteur d'entrée, faites-le, mais attention, on ne peut pas trop d'informations. Si vous voulez utiliser 570 et voir si votre réseau RDF marche correctement, libre à vous. Bien sûr, le réseau RDF, attention, quand la dimension est trop grande, il commence à pomper un peu. Donc voilà ce que vous devez faire. Donc je reviens pour vous donner une dernière explication sur le mini-plongée. Donc on a une remarque, un vecteur d'entrée de 570 peut être trop grand et inapproprié. Inapproprié pour le réseau de neurones. Il est possible de rééchantillonner le dataset afin de réduire la taille du vecteur de données de 570 à 250 par exemple. Moi j'ai fait un exemple en donnant 100. Attention de ne pas perdre trop d'informations. Donc un fichier Python est joint montrant comment l'échantillonnage peut être fait. Donc je vais vous envoyer le fichier Python pour lire les données et faire de l'échantillonnage, le rééchantillonnage, et à vous de faire, bien sûr, qui m'aidera, fait le TP, et que vous pouvez voir dans la vidéo d'avant, vous allez faire la même chose que la classification l'idrna pour le produit pharmaceutique, pour les producteurs 1, 2 et 3. Vous allez faire la même chose ici, hein, exactement la même chose, pour les 4 pays d'origine de l'huile d'olive. Donc maintenant, le but de ce système, c'est-à-dire qu'on a l'agriculteur, les douanes, je ne sais pas, hein, يجيب واحد l'huile d'olive, يقول par exemple هذه l'huile d'olive جبتها من الطليان. On ne peut pas savoir si on se fie au papier ou جايبها من الطليان. Maintenant, si on prend un petit échantillon, on l'analyse et on le fait passer par le réseau de neurones, si c'est vraiment un produit italien, il va nous dire oui, c'est un produit italien, selon notre base de données. Si ce n'est pas, ben, il peut nous dire, il peut trouver que ce n'est pas un produit italien à 90 ou 95%. Donc voilà le travail à faire. Je vais mettre tout ça sur la plateforme et je vous enverrai tout ça aussi par email à votre adresse site. Maintenant, comme les EMD et les examens sont repoussés à septembre, je crois, hein, et ben, vous allez essayer de finir ça fin juin. Comme ça, moi, je finis toutes les évaluations, on continue, tous les TP, toutes les micro-projets ou les micro-TP ou les TP, enfin les notes que vous avez. Comme ça, quitte autre lot, vous aurez les vacances pour réviser que pour l'examen ou tout le temps pour l'examen. D'accord? Donc, comme d'habitude, le mini-projet le mini-TP, vous le faites en binôme, donc il n'y a pas de problème. Bon, je crois que le confinement va être levé d'ici 15 jours, donc vous pouvez vous voir. Mais sinon, vous pouvez collaborer par Zoom, qui m'a gagné. Hein. Vous collaborez par Zoom. Et ceux qui veulent le faire seuls, ben, ils le font seuls. Donc, très bien, vous avez jusqu'à 30 juin pour m'envoyer le rapport, 5-6 pages, pas plus le fichier Python à l'RBF. Très bien. Donc, vous m'envoyez ça pour l'évaluation de votre TP. Très bien. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez m'envoyer des emails ou alors on pourra programmer une séance pour mieux expliquer ça. Mais du plus, le plus vite possible. Donc, si vous avez des problèmes, envoyez-moi un email et on programme une séance pour discuter du TP et répondre à vos questions. Voilà. Bonne chance.